Bonjour à tous. Alors, comme promis, une nouvelle vidéo spéciale classique, cette fois-ci sur les classiques étrangers. Donc, je vous ai sélectionné 7 livres de grands classiques étrangers. J'ai beaucoup plus eu de difficultés à trouver des classiques étrangers dans ma bibliothèque que des classiques français. Tout simplement parce que j'en lis pas tant que ça en fait des étrangers. Et en plus, c'était beaucoup plus difficile pour moi de savoir vraiment ce qui était un classique de ce qui ne l'était pas. Donc ça part un peu plus dans tous les sens que les classiques français. Mais bon voilà, l'idée c'était un peu de reprendre quand même des titres que tout le monde avait au moins déjà entendus pour que ça parle aux gens. Donc le premier que j'ai pris, j'ai essayé de les classer plus ou moins par pays. Le premier que j'ai pris c'est l'Odyssée d'Homère. Donc moi j'ai une édition que ma grand-mère m'a offerte, qui est pareil, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'adore les beaux livres, donc j'aime bien quand il y a un peu de décoration sur les pages et tout ça, et des belles reliures. Donc l'Odyssée d'Homère. Pourquoi l'Odyssée et pas l'Iliade? Parce que j'ai plus eu de difficulté à lire l'Iliade que l'Odyssée. Et je trouve que l'Odyssée en fait est plus intéressante d'un point de vue de l'histoire, puisque on y retrouve donc Ulysse qui essaye de rentrer chez lui. Il est sur son bateau et il vit toutes les aventures qu'on connaît très bien. Il passe de Caraïbes en Scylla, il y a les sirènes, le cyclope, etc. Donc toute cette partie-là, en fait, j'ai adoré justement cette partie-là qui est à peu près au milieu du livre. Le début du livre, en fait, c'est plutôt l'histoire de la femme d'Ulysse qui essaye d'éviter tous ses prétendants, puisque on prétend plus ou moins qu'Ulysse est mort. Donc il y a des prétendants qui commencent à frapper à sa porte. Et elle ne veut surtout pas se marier. Et on a justement le passage avec la toile qu'elle coud et qu'elle redécoud le soir. Et enfin, à la fin du livre, en fait, c'est le retour d'Ulysse chez lui. Donc, il revient chez lui, personne ne le reconnaît. Et il va devoir chasser les prétendants de sa femme pour pouvoir rentrer chez lui sereinement. Voilà, donc les trois parties en fait du livre. Ce que j'ai trouvé un peu dommage quand j'avais commencé le livre, c'était que justement, la partie du voyage avec toutes les péripéties était finalement plus petite que ce que je pensais. Mais voilà, c'était un classique que j'avais vraiment bien aimé. Je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Avec l'Iliade aussi que je vous conseille. Enfin, moi j'ai lu l'Iliade avant l'Odyssée. C'est vrai que c'est un peu plus sympa de le lire dans cet ordre-là. Ce qui m'avait frustré dans l'Iliade par rapport à l'Odyssée, c'est qu'il y a un grand vide en fait entre la fin de l'Iliade et le début de l'Odyssée. J'ai pas eu le sentiment. Enfin, j'ai pas de souvenir dans l'Iliade du talon d'Achille, ce genre de choses. Plein de trucs que pourtant qui font partie de la guerre de Troie n'étaient pas présents. Après, il y a plusieurs éditions. Donc moi, j'ai de la chance parce que j'ai une édition qui n'est pas en chanson. C'est-à-dire que c'est un texte normal avec des paragraphes. Par contre, les noms des dieux sont en romain, sont les dieux romains. Donc on retrouve Jupiter, Junon, etc. Ce qui est un peu bizarre pour un texte grec. Mais je sais que j'avais une vieille édition qui était en vers et j'avais beaucoup plus galéré à la lire que celle-ci. Ensuite, un autre livre aussi, un vieux livre que j'ai retrouvé dans la bibliothèque de ma mère, qu'elle a vu quand elle était gamine. C'est Don Quichotte de Cervantes. Voilà. Donc le livre ne ressemble un peu à rien. Donc Don Quichotte de Cervantes, que j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que l'histoire, en fait, c'est une personne qui décide de s'appeler Don Quichotte et qui décide de se faire passer pour chevalier et qu'il décide tellement qu'il finit par y croire. Donc après, il commence à se dire oui, mais un chevalier, il faut qu'il ait une demoiselle en détresse. Donc il se souvient vaguement d'une nana, il la prend pour sa princesse, sauf qu'en fait c'est une paysanne du coin, voilà. Et donc de fil en aiguille comme ça, il se fait tout son monde, il est tellement persuadé d'être un brave chevalier qui part à l'aventure,
qui part à l'aventure, sauf que bah forcément bah il est nul quoi, il sait rien faire. Euh, il prend, je sais pas, un troupeau de moutons pour une attaque de sarrasin. Il y a l'attaque des moulins, les moulins à vent qu'il prend pour des géants. Voilà, il est complètement barge. Et en fait, c'est ça que j'avais bien aimé dans ce livre-là, c'est que justement, à chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible quoi. Faut vraiment être. Enfin, faut être con quoi. Franchement, c'est vraiment ça. Et il y a son écuyer donc qui lui essaye un petit peu de de le ramener à la raison parce qu'il y croit pas. Mais voilà, c'est toujours. Et en plus, ce qui est super, c'est que Don Quichotte, ok, il a ce côté complètement idiot et imaginatif, etc. Mais les valeurs qu'il défend, elles sont super importantes. En fait, c'est un type bien en dehors du fait qu'il s'imagine avoir une vie qu'il n'a pas. C'est un type super bien et qui veut défendre la veuve et l'orphelin, qui a un sens aigu de la justice, etc. Et ce qu'il y a de particulier dans ce livre, c'est que c'est en deux parties. Donc la première partie est justement, donc il part, tout ça, il y a les événements les plus connus. Et dans la deuxième partie, en fait, la deuxième partie se passe après son retour chez lui, puisque certains de ses amis réussissent à le ramener chez lui. Et ça se passe quelques mois après. Et en fait, dans l'intervalle, on suppose que la première partie des aventures de Don Quichotte a été publiée et a été diffusée. Ce qui fait que quand il décide de repartir au début de la deuxième partie, tout le monde connaît son histoire et tout le monde sait qui c'est. À chaque fois qu'il va quelque part, tout le monde finit par savoir que ah bah oui, c'est celui qui se prétend chevalier mais qui ne l'est pas vraiment. Et en fait, les gens s'attachent beaucoup à ce personnage-là, s'attachent beaucoup à, à, à son caractère et en fait continue dans son délire. Il va arriver dans une taverne et puis lui il va prendre ça pour un château et puis bah, le tavernier, oui, il va présenter sa fille comme une princesse parce qu'il trouve ça drôle, parce qu'il trouve ça mignon, même pas pour de l'argent mais juste parce que ouais voilà, donc Quichotte il est dans ce délire là et que les gens l'encouragent plus ou moins. Et donc du coup j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie que la première partie. Voilà, donc pareil, c'est un vieux livre, ça se lit très facilement. Il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup d'actions, pas beaucoup de descriptions, ce qui parfois est un peu frustrant, mais bah, du coup c'est plus facile à lire que l'inverse, on va dire. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un classique que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai sélectionné 4 livres qui font partie de la littérature anglo-saxonne et plus précisément la littérature anglaise. Donc, je vais commencer par Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Voilà, donc moi je l'ai en édition folio classique. Ça c'est un livre que j'ai adoré parce que j'avais vu le Disney, c'est un de mes Disney préférés. Et ni le Disney, pour moi, ni le Disney, ni le film de Tim Burton n'atteint la bargitude, je sais pas comment dire ça, mais franchement, on atteint le dément de ce livre. Parce que ce livre, ça, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a pareil, il y a des petits dessins dans ceux-là. Voilà, il y a des petits dessins. En fait, le Disney est un mélange de différentes péripéties qui arrivent à Alice dans Alice au Pays des Merveilles et dans De l'autre côté du miroir. Le livre est plus découpé en événements sans queue ni tête, mais il y a des passages complètement barges et il y a des passages qui sont vraiment déments. Il y a le Jabberwocky qui est un poème où les mots ne veulent rien dire. Enfin voilà, c'est vraiment barge. Et Alice subit un peu toutes ces péripéties. Et de l'autre côté du miroir, donc ça c'est la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans de l'autre côté du miroir, donc elle traverse un miroir. Et tout le texte est basé sur un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, donc en fait chaque déplacement représente un déplacement aux échecs. Donc il y a les cavaliers, la dame rouge, la dame blanche, etc. Et j'avais trouvé ça super marrant. Donc c'est rigolo aussi parce qu'on voit que les Disney se sont quand même
bien inspiré des images qu'il y avait dans Alice au Pays des Merveilles quand même. Donc ça c'est par exemple ça c'est dans De l'autre côté du miroir. L'histoire des petites huîtres, etc. Voilà, donc pareil, c'est un livre pour enfants, mais enfin, pour moi, ça peut vraiment se lire en tant qu'adulte, parce que c'est comme les contes en fait. Ça peut vraiment se lire en tant qu'adulte, on comprend d'autres choses, on voit les choses différemment, on comprend aussi ce qui est déjanté dans le texte. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est un livre que je relis régulièrement, petit bout par petit bout. Ensuite, j'ai sélectionné le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Moi, je l'ai dans la collection livres de poche classique. Alors, pourquoi le portrait de Dorian Gray? Donc, c'est mon premier Oscar Wilde. Et j'avais lu le portrait de Dorian Gray après avoir vu La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Un film qui est basé sur un comic où justement on retrouve Dorian Gray. Et donc l'histoire de Dorian Gray, en fait, c'est un jeune homme qui fait faire son portrait par un peintre. Et il fait le souhait que son portrait vieillisse à sa place. Et ça va se passer. C'est-à-dire que le portrait va vieillir à sa place, mais en plus, le portrait va prendre en fait les airs mauvais à sa place. C'est-à-dire que lui, il va commencer à faire des choses méchantes, à faire des choses mal. Et il va se rendre compte que ça va être le portrait qui va avoir ce petit sourire en coin néfaste. Et lui, il va garder une tête d'ange, ce qui va lui permettre de faire encore plus d'actes malsains. Et son portrait, donc, comme ça, dépérit d'année en année, alors que lui reste toujours jeune et beau. Voilà, et donc c'est l'histoire de ce jeune homme. Et j'avais beaucoup aimé. Donc pareil, je vous le conseille. C'est un texte qui n'est pas très long. Il y a 250 pages. Et bah, c'est un mythe qui est assez connu. Ensuite, alors, j'ai fait une petite aparté par rapport au roman, on va dire, classique, pour parler de Agatha Christie. Donc là, j'ai pris Le meurtre de Roger Ackroyd, mais voilà, c'est plus pour l'œuvre d'Agatha Christie en règle générale. J'hésitais entre Sherlock Holmes et... Enfin, entre Arthur Conan Doyle et Agatha Christie. Moi, je préfère les Agatha Christie. Donc, voilà pourquoi. Je trouve que voilà, toutes les énigmes, toutes les enquêtes d'Agatha Christie sont pratiquement introuvables. Et pourtant, quand on lit la réponse, on se dit ah, mais oui, c'est évident. Donc, c'est vraiment pour ça que je trouve que ces policiers-là sont magnifiques. Ensuite, on trouve donc ces deux héros principaux. Donc, on a Hercule Poirot qui est un enquêteur, un détective belge un peu, enfin, super maniaque, à un point que c'est des tocs. Et donc, moi, c'est mon préféré. Et on a aussi Miss Marple, que je connais depuis peu, et qui est une vieille dame un peu en retrait, parfois un peu rigolote, et pareil, qui résout les énigmes. Donc moi, je préfère les Hercule Poirot pour le côté, justement, maniaque, trouble obsessionnel, compulsif du personnage. Ensuite, si je vous ai choisi celui-ci en particulier, c'est parce que celui-ci m'avait vraiment surpris par sa chute. Voilà. C'est vraiment un des dénouements qui m'avait plus surpris. Et aussi parce que j'ai pas le crime de l'Orient Express chez moi. Sinon, je vous aurais peut-être présenté celui-là. Voilà. Donc, régulièrement, j'achète des Agatha Christie pour me détendre. Et puis, j'aimerais avoir toute la collection des Agatha Christie. Ce serait un de mes rêves. Ensuite, pour finir avec la littérature anglaise, je finis avec Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Donc ça, pour moi, ça rentre dans la même catégorie de textes que Jane Eyre de Charlotte Brontë, des Jane Austen, donc tout ce qui est Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, etc. Pour moi, c'est vraiment dans le même style de récit que j'aime bien, même si à forte dose, je trouve que ça se ressemble un peu tout le temps. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi Les Hauts de Hurlevent, c'est parce que
c'est le texte que j'ai préféré par rapport aux autres, pour son côté, en fait, son côté dur, son côté sombre, en fait. Je trouve que les Jane Austen ou Jane Eyre, ce genre de texte, ça finit toujours bien, c'est toujours tout va mieux dans le meilleur des mondes. Et celui-ci, justement, les personnages sont tous détestables. Donc on retrouve en fait, ça se passe sur plusieurs générations, sur trois il me semble. Et donc on retrouve la famille Earnshaw qui a adopté un jeune homme qui s'appelle Heathcliff. Et Heathcliff va tomber amoureux de Catherine, qui est la fille de la famille qui l'a recueillie. Mais elle ne peut pas l'épouser puisque lui n'est pas du tout d'une famille noble et en plus a des côtés violents par moments. Elle finit par épouser un homme voilà, parfaitement normal, enfin avec un peu ennuyeux mais qui correspond on va dire aux critères de sa famille. Et donc c'est voilà, on a toute la suite après. Donc on voit donc Heathcliff jeune, Heathcliff adulte, et on côtoie, on finit par les enfants de Catherine et les enfants d'Earnshaw. La raison, donc, ouais, comme je vous le disais, ce texte-là est un texte beaucoup plus dur puisque les personnages sont violents, dépressifs, idiots. Voilà, on a un peu des côtés de personnalité qui sont vraiment mauvais. Et je trouve que ça donne plus de force à ce récit-là que aux autres, même si j'aime beaucoup Jane Austen, etc. Je trouve que ça lui donne beaucoup de force. Et il y a aussi le côté intergénérationnel que j'avais beaucoup aimé, dans le sens où bah voilà, on voit tous les personnages grandir, vieillir, avoir des enfants, leurs enfants grandir. Et même si c'est pas forcément évident au départ, il y a un arbre généalogique dans le livre pour nous aider. Donc moi, je me souviens que je m'y référais assez souvent. Mais justement, ça donne une dimension différente des autres livres. Ensuite, pour terminer, je vais vous présenter un livre qui est toujours de la littérature anglo-saxonne, mais qui cette fois-ci est outre-Atlantique, puisque il s'agit d'Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell. Voilà. Donc, Autant en emporte le vent, moi, dans l'édition que j'ai, c'est-à-dire en folio, il est découpé en 3 tomes, avec les illustrations du film. Donc ça, c'est le tome 1, ça, c'est le tome 2, et ça, c'est le tome 3. Voilà. Donc, Autant n'importe le vent, pareil, j'avais vu le film, j'avais beaucoup aimé et je voulais lire l'histoire pour en savoir plus. Et alors, le film fait déjà 4 heures en soi, mais il manque encore des choses par rapport au livre et c'est ça qui m'avait plu. J'avais peur que le livre soit exactement la copie du film. Et que du coup ça n'apporte pas grand chose, mais là pas du tout, il y a des vrais passages qui ne sont pas du tout dans les films, notamment sur la guerre de sécession par exemple, la vie pendant la guerre de sécession et la reconstruction après la guerre de sécession. Donc ça en fait, pourquoi ça m'a plu? Donc on retrouve Scarlett O'Hara qui est une jeune fille sudiste qui est au tout début, enfin tout juste jeune femme. Et donc au début du récit, tout va bien. Elle est d'une famille bourgeoise qui a une belle demeure, une belle plantation. Et elle passe son temps à discuter avec les jeunes hommes. Elle aime beaucoup séduire les jeunes garçons, faire son intéressante, être la plus belle, la plus appréciée. Et elle est amoureuse d'un homme, sauf que celui-ci en épouse une autre. Et elle, très vite, pour pouvoir rester à côté de cet homme, va épouser le frère de cet homme. Et ensuite, c'est la guerre. Donc voilà, on a toute l'histoire de la vie pendant la guerre. Donc les hommes qui vont au front, voilà, forcément, comme c'est le sud, ils perdent la guerre. Donc on a aussi tout ce qui a été vécu par les sudistes après l'arrivée des Yankees, après la libération
l'abolition de l'esclavagisme, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on voit que voilà, l'esclavage c'est mal, bon ça c'est clair, mais l'abolition de l'esclavagisme a été hyper mal gérée dans le sud, ce qui a conduit à des drames horribles. Les gens en ont vraiment pâti. Ils n'avaient plus le droit de voter pour leurs propres représentants, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve bien, c'est que on ne nous présente pas les sudistes comme les gros méchants qui étaient pour l'esclavage. C'est beaucoup plus complexe que ça dans le récit. C'est une vision différente de la guerre, de l'esclavage et tout ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite aussi, on a bien sûr les deux personnages principaux, donc Scarlett O'Hara, qui est donc une jeune fille, une jeune femme rebelle qui veut se battre, qui veut avoir un statut social. Et on a Red Butler, qui lui est un peu en retrait en fait au début du récit, qui lui est en fait comme elle. Lui, il est mal vu par la société parce qu'on dit qu'il trafique avec les Yankees. Il n'hésite pas à aller dans des maisons closes. D'ailleurs, il en tient une, enfin bon, etc. Et voilà, c'est leur histoire à eux deux. C'est fait de déchirement, d'amour, etc. C'est vraiment toute leur vie. On suit Scarlett O'Hara pendant toute sa vie, on va dire de ses 16 ans jusqu'à ses peut-être 40, 45 ans. C'est pas dit explicitement dans le livre, mais voilà, on voit toute sa vie passer devant nos yeux. Et donc ça, plus la vision du Sud de la guerre de sécession, c'est vraiment le gros point de ce livre. Et j'ai absolument adoré ce livre, même si parfois il est long à lire, même si c'est écrit tout petit et tout tassé. Voilà, comme c'était découpé en 3 tomes, je les ai lus séparément. Et du coup, c'est beaucoup beaucoup mieux passé. Et je vous le conseille vraiment, que vous ayez vu le film ou pas. Même si vous avez vu le film, je vous dis, il y a plein de choses qui sont pas dans le film et qui sont dans le livre. Donc lisez-le, ça vous apportera vraiment quelque chose de plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des titres ou que vous avez revu des titres avec plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme classique étranger. Parce que moi en regardant, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas en avoir lu beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, vous. Et puis si vous avez un titre qui vous intéresse, etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!